il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement social. Un tournant anti-républicain qui est majeur. Ceci serait une telle injure. Se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire la fin du Parti socialiste, tout simplement. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui, au mépris de toutes les valeurs ou de toute l'idéologie qu'il a pu y avoir. La campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme. Jean-Luc Mélenchon, il est fidèle à sa tactique, c'est là où il est, c'est là que ça se passe. D'ailleurs, on le voit sur ses affiches, c'est lui. Il a fait le choix, c'est irresponsable, comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, de mettre ses affaires à lui avant les affaires du pays. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Mais c'est une blague. Mais ça n'est pas réaliste, c'est une offense Une cohabitation à la démocratie et aux Français. Le Parti socialiste est en train de se déshonorer en allant négocier avec l'extrême gauche. Ils sont en train de vendre leur âme. Ils sont en train d'installer un fossé entre eux et les principes de la République. La carte n'est pas le lapin, comme dit un Français. Je ne crois pas à la victoire de la gauche dans ces élections législatives qui arrivent. L'extrême gauche a réussi l'exploit de faire croire qu'elle était en fait la gauche. Jean-Luc Mélenchon l'a compris lui aussi, il est en train de rassembler les islamistes, les musulmans radicaux, les wokistes. Alors bonjour Gérard. Cela fait longtemps que tu prêches pour une initiative visant à construire une large coalition à gauche, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Est-elle conforme à tes espérances ? Ça se dessine comme ça, en effet. Quand je l'entends Elisabeth Lévy parler de la gauche, elle est belle et rebelle. C'est l'histoire du salariat en France. Elle est plurielle, comme le salariat qui est pluriel. Et là, toutes les sensibilités sont en train de se rejoindre. On a souri parfois parce que dans le passé récent et dans le passé lointain, je disais la gauche, ça va du NPA au PS. Je me disais, t'es fou, t'es naïf, tu rêves, t'es pas réaliste. Ça se fait, hein. Ne t'accable pas, donc... Non, mais je capte personne. Et le triomphe modeste, je suis trop heureux en ce moment de printemps pour... quelque polémique que ce soit, ça avance. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ça avance sur le plan politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un débat sur la question des retour à la retraite de 60 ans. J'ai lu le texte du Parti socialiste, c'est pour la retraite à 60 ans. Il y avait un débat sur le code du travail, la loi El Khomri, les ordonnances Pénicaud-Macron. Il est question de les abroger. Vous pensez, si ça me concerne au premier chef, je me suis battu comme un diable pour qu'elles ne soient pas appliquées. À l'époque, c'était dans le Parti socialiste. Aujourd'hui, le Parti socialiste lui-même, on revient là-dessus, propose de les abroger. Il y avait un débat sur les salaires. Bon, le niveau du SMIC n'était pas fixé et tout. Maintenant, tout le monde est d'accord pour 1400 euros net, c'est-à-dire en fait 1800 euros brut. Moi, je préfère toujours le dire en brut parce que ça parle plus, ça inclut la sécurité sociale, les cotisations sociales, le salaire différé. Bon, il y avait un débat sur même... Regardez, j'ai lu dans le texte du Parti socialiste qu'il proposait des sanctions contre les entreprises qui n'appliquaient pas l'égalité salariale femmes-hommes. Moi, j'ai passé 25 ans à essayer de leur faire prendre cette perspective avec des sanctions. Parce qu'on en parlait de l'égalité, mais quand il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de sanctions, elle ne se fait pas. Là, il est question d'en faire. Il y avait un débat sur 5e et 6e République. Depuis que Mitterrand avait dit que c'était le coup d'État permanent, la 5e République, le Parti socialiste n'avait pas beaucoup avancé. Eh bien voilà maintenant qu'il est pour la 6e République. Il y avait un débat sur la question européenne. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, moi, je suis pas un fanatique du mot désobéissance. Je pense que la France n'est pas un élève. Donc, elle est assez grande pour pouvoir, si elle décide un certain nombre de choses démocratiquement, se faire entendre en Europe. Vous imaginez que si nous gagnions le 12 et le 19 juin, et c'est devenu possible, une majorité à l'Assemblée, ce sera un événement pour toute l'Europe. En soi déjà, ça modifiera le village de l'Europe. Je t'interromps 2 secondes, Gérard, pour dire que pour ceux qui veulent s'inscrire, qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale et qui veulent s'inscrire pour voter lors des législatives des 12 et 19 juin, qui seront les législatives les plus importantes de notre histoire récente depuis l'alignement des calendriers présidentiels législatifs. Ils peuvent le faire encore pendant 48 heures sur Internet. C'était important et on continue. Ah, ça, c'est judicieux de le dire, parce que si on veut gagner, il faut évidemment mobiliser le banc et l'arrière-banc de l'abstention pour la gauche. Et ça devient plus facile
quand l'ensemble des sensibilités de gauche se proposent de se présenter en commun aux électeurs. Bon, s'il y a un seul candidat de gauche, s'il y a un seul candidat de gauche par circonscription, presque dans 400 cas sur 577, on est en tête au moins au premier tour. C'est-à-dire que ça change toute la donne. Je dis pas que la victoire est assurée. Je dis seulement que ça change toute la donne. Et donc, c'est de gauche, l'abstention différentielle, la gauche la paye toujours très cher. Est-ce que tu penses que cette fois... Bien sûr, mais moi j'expliquais, à tort ou à raison, mais que l'abstention était largement due à la division de la gauche. On va pouvoir voir si, en s'unissant, nous la faisons reculer. Je l'espère, bien sûr. Et il faut... parler suffisamment de cette unité de façon intelligible. C'est une belle réussite, très difficile réussite. Parfois les médias, je regarde la droite, là, ils cognent dessus à tour de bras. Mais en vérité, le fait qu'il y ait tant de sensibilité à gauche, c'est pas un problème, c'est une richesse. Il y a plein de sensibilités chez les Verts. Ils ont eu du mal à se mettre d'accord, puis ils ont tranché. Il y a plein de sensibilités chez le Parti communiste. Et là, ils vont probablement se mettre d'accord. Je ne voudrais pas parier, mais ils vont trancher. Dans le Parti socialiste, c'est rien que de le dire, mais il y a eu un renversement complet grâce à Olivier Faure, qui a battu tous les anciens Hollandais, si on peut les appeler comme ça, qui refusaient, qui voulaient aller pro-Macron ou à côté de Macron, enfin peu importe, mais qui ne voulaient plus un Parti socialiste de l'unité de la gauche. Olivier Faure l'a emporté, je crois, au Conseil national du PS, par 160 voix à 75. C'est une majorité assez nette. Alors il y a des rebelles, j'entends Hollande, Delga, etc. Mais dans le Parti socialiste, le pluralisme existe aussi. Donc dans toute la gauche, je me permets de citer la gauche démocratique et sociale, nous on était pour depuis tellement longtemps qu'on souhaite être partie prenante de ce processus. Et on est une des sensibilités, même si on n'est pas dans les grandes organisations. Je pense aussi à d'autres comme Ensemble ou comme la Nouvelle Donne, qui sont demandeurs de participer et d'être là. S'il y a une grande présentation d'unité de la gauche samedi 7 mai, comme c'est envisagé, nous voulons participer comme toutes les autres sensibilités. Il faut donner le respect aux gens. C'est-à-dire, il y a eu trop de polémiques sur les réseaux sociaux, trop d'insultes, trop de polémiques insensées. Et Jaurès disait que quand on faisait l'unité, il fallait pas parler de ralliement des uns aux autres. Il fallait faire les choses avec le respect des idées antérieures et des personnalités antérieures de la gauche. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. On nous dit il y a Mélenchon qui prend tout en main et tout. Non, il a bien délégué. On parle bien d'une fédération de la gauche démocratique, sociale et écologique. Alors justement, tu as souvent tenu Jean-Luc Mélenchon pour responsable des blocages sur les chemins de cette unité à gauche. D'ailleurs, sur ce plateau ici, tu l'as fait. Et pourtant, l'hostilité est aujourd'hui plutôt dans le camp des éléphants du Parti socialiste, notamment de François Hollande. Dans l'extrait qu'on a écouté, il n'a pas parlé, mais on a d'autres extraits où il s'exprime très vivement là-dessus. Comment tu l'expliques ? Mais je trouve qu'il devrait avoir de la modestie après tout ce qu'il a fait. Parce que tout ce qui est arrivé, c'est sa faute. En 2012, il avait gagné avec... il y avait tout pour le Parti socialiste et la gauche ensemble. L'Assemblée nationale, le Sénat, les villes, les régions, les départements et la présidence. C'est de sa faute s'il a tout perdu. Si on a tout perdu en même temps. Parce que c'est pas la gauche qui a trahi. Elle a été trahie par Hollande et Valls. Et ça, il faut bien distinguer. Ils se sont servis de l'appareil de l'Élysée, y compris pour écraser le PS. Ils voulaient en changer le nom. Ils voulaient se débarrasser de la gauche socialiste à l'époque. On a combattu à l'intérieur et ils nous ont piétinés. Alors, pas tout à fait, parce que finalement, on a eu gain de cause en 2016. Hollande a été empêché de se présenter et on a balayé Valls à la primaire du 29 janvier 2017. Mais ceci dit, le bilan de tout ça, c'est la politique droitière de Hollande et Valls. Et donc si Hidalgo, elle n'a eu que 1,7%, c'est parce que c'est lié à Hollande. Et les électeurs sont demandeurs de gauche. Ils sont pas demandeurs d'eau tiède, qui fait semblant de dire j'attaque la finance et qui ne fait rien. Alors, mais finalement, celui qui venge la gauche socialiste, paradoxalement, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que en poussant le curseur à gauche en 2012, 2017, 2022, il oblige le Parti socialiste, les écolos et les autres à rebasculer
à faire un mouvement de bascule, non? Finalement, parce que tu as souvent été dur vis-à-vis de la France insoumise, mais quelque part, est-ce qu'il fallait pas ce rapport de force interne à gauche, un rapport de force rude pendant un certain nombre d'échéances, et aussi même la dispute qu'il y a eu et l'impossibilité de faire unité à la présidentielle 2022. Ne pousse pas au bilan, je préférerais le réserver pour après le 19 juin et en juillet, mais tu me poses la question, je vais y répondre franchement. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, on pouvait le faire l'année dernière et qu'on n'aurait pas été battu le 10 avril. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Il y a toujours des raisons objectives au-delà des affects. Pourquoi ça n'était pas possible l'année dernière ou même avant la présidentielle? C'est là que je voudrais m'épargner de polémiquer en ce beau jour. C'est que c'est des choix qui ont été faits à titre personnel par les responsables des partis de ne pas faire l'unité avant la présidentielle. Ce que je me félicite, c'est qu'ils le fassent maintenant. Est-ce que l'unité ne vient pas de la base? Est-ce que ce n'est pas le traumatisme en fait des 400 000 voix qui enclenche un processus qui rend impossible la posture hollandienne, pour résumer? Sûrement que ça a accentué. Mais enfin, il y avait déjà dans tous les sondages 81% des électeurs de gauche qui voulaient l'unité depuis un an. 81%. Il y avait 73% qui étaient pour un candidat unique. Donc ça n'a pas été déclenché par la défaite du 10 avril. C'était une volonté. Et aussi la preuve que c'est la radicalité qui domine, c'est-à-dire c'est la gauche radicale qui a pris le lead, parce que globalement, dans les unions de la gauche en Europe, ou même aux États-Unis, avec Sanders et puis Biden, ou bien les différentes tendances du Parti démocrate, tout fonctionne bien pour les sociaux-démocrates quand c'est eux qui tiennent le manche, mais quand une démarche plus radicale veut s'imposer, ils la sabotent. Moi, je me suis toujours battu contre les ailes droitières de la social-démocratie ou de la gauche. Parce que je pense que si on n'est pas carrément pour la retraite à 60 ans, carrément pour des hausses massives de salaire, pour le droit du travail, pour l'égalité salariale homme-femme, si on n'est pas carrément pour la défense d'une grande sécurité sociale démocratique avec des élections, si on n'est pas carrément pour une transformation sociale, c'est pas vraiment la gauche. En tout cas, c'est une gauche qui est tellement droitière qu'elle n'a pas d'impact et qu'elle fait couler tous les espoirs. Et là, c'est vrai que quand le cœur de la gauche reprend la main, c'est comme ça que j'analyse aujourd'hui. Parce que j'ai toujours le souci de ne pas opposer un pôle radical et un pôle réformiste. Je suis un vieux, mais 68 ans. Oui, on parle du réformisme, mais de toute façon, Mélenchon, oui. Mais moi, je suis un vieux 68 ans. Tout le monde était dans la bataille. Et la question, c'est comment, au cours de la bataille, en progressant, en gros, je suis un révolutionnaire, comment les révolutionnaires l'emportent? Ça, c'est une question de stratégie. Et les révolutionnaires ne l'emportent que s'ils sont honnêtes tout le long du processus. C'est-à-dire qu'ils ne cèdent jamais sur les mots d'ordre centraux ayant droit aux salariés, au droit du travail, à la répartition des richesses, à la sécurité sociale, à la retraite. Ce sont le cœur, parfois on nous parle de 50 sujets, mais les gens se déterminent sur leur salaire. Les gens se déterminent sur leur retraite. Les gens se déterminent sur leur dignité au travail. Et tous ceux qui, à gauche, mettent ça en avant, alors peuvent l'unifier. Ils peuvent marginaliser l'aile droite, ils peuvent entraîner l'aile gauche et faire qu'il y a une telle force impétueuse. Le salariat, c'est 88% des actifs. C'est la classe sociale dominante. Il y en a. Moi, je parle jamais de couche moyenne au pluriel, couche populaire, etc. Le salariat. C'est ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Oui, Gérard, toi qui connais bien la machine PS de l'intérieur, quels sont les segments les plus hostiles à une coalition de gauche? Tu connais, donc tu peux nous faire un travail d'entomologiste. Est-ce que ces segments ont un soutien puissant à la base du parti dans certaines régions, dans certains... Je peux le faire. Je dis à nos auditeurs que néanmoins j'ai quitté le PS il y a 5 ans. Hein. Oui, mais tu connais quand même. Et que c'est la gauche démocratique et sociale dont je suis le porte-parole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'aile droite du PS, elle se divise et elle s'éclate. Il y a ceux qui veulent encore lutter à l'intérieur. Je crois savoir que Hollande, Delga, etc. veulent encore, mais avec déjà des gestes de rupture, puisque Carole Delga présente des candidats à elle dans l'Occitanie, et aura-t-elle l'investiture du PS? David Assouline, premier fédéral du Parti Socialiste à Paris, a menacé de faire la même chose. Je lui souhaite bonne chance, hein, parce que à Paris, Hidalgo a eu autour de 2% des voix, et s'il présente des candidats dissidents du Parti Socialiste, il frôlera les 0,5%. Hein. Mais ils sont au bord de la rupture, et voilà. Puis il y en a d'autres qui ont déjà rompu.
C'est Touraine, Guigou, Rian-Sipel, Rebsamen, et même parmi ceux corrompus, il y en a qui dessinent un autre parti qui ne rejoignent pas Macron complètement. Si on veut savoir, tu m'as demandé les détails, et par exemple, Stéphane Le Foll appelle à une réunion le 16 juillet, ce sera trop tard d'ailleurs, mais parce qu'en fait, comme tous les dissidents, c'est eux maintenant les dissidents. C'est à front renversé. Dans le temps, ils se moquaient des frondeurs, et c'est eux qui sont des piètres frondeurs, divisés sur la tactique à adopter vis-à-vis de leur parti, et en passe de renier toutes leurs valeurs, toute leur histoire, tout le programme, toute la gauche et tout le salariat. Et cette aile-là, moi je dis que le quinquennat d'Hollande, c'était un quinquennat maudit. C'est une des trahisons les plus importantes du Parti socialiste en un siècle. Il a fait reculer le droit du travail avant 1906. Et donc, en vérité, qu'il paye cela, il ne le voit pas. Mais c'est lui qui fait 1,75% avec Hidalgo. 1,75%. C'est le vrai bilan lumineux de ce qu'a fait Hollande et de ce qu'ils font tous. Alors, qui cherche à s'en défendre, à louvoyer, partir, pas partir? Olivier Faure a été très clair avec eux. Il leur a dit, soit vous restez, mais vous vous battez avec nous pour l'unité de la gauche, soit vous partez et allez faire ce que vous voulez. Si vous voulez aller chez Macron ou faire un parti progressiste, faites-le. Jean-Christophe Cambadélis, il veut contester la ligne Faure au prochain congrès du PS, donc a priori il ne partira pas. Est-ce que ces frondeurs pourront renverser la tendance? J'aimais déjà pas le mot frondeur quand on l'appliquait, ça me fait rire maintenant de le voir appliqué si facilement à eux, mais au prochain congrès, la chose sera tranchée. J'espère qu'elle va se trancher aujourd'hui, demain, après-demain. J'espère qu'il y aura des candidats socialistes avec les candidats de la LFI, du Parti communiste, des Verts, du NPA, de GDS. J'espère que quand il viendra le prochain congrès du Parti socialiste, l'aile droite sera clairement à la place qu'elle est, c'est-à-dire absolument minoritaire. Alors, qu'est-ce qui fait rouler Olivier Faure? Olivier Faure était un apparatchik, pas très remuant. Pourquoi s'émancipe-t-il ainsi des barons? Il a essayé, moi j'écoute de l'extérieur comme tout le monde, j'ai écouté son interview à France Inter, il a dit qu'il est modéré dans l'expression, son responsable, mais il a dit qu'il s'était lâché. Et c'est un peu vrai qu'il s'est lâché. Il a dit que, selon son origine à lui, qui était très modeste, ça faisait longtemps qu'il était en opposition avec le CICE d'Hollande, avec la loi El Khomri. D'ailleurs, il avait fait, en tant que président du groupe parlementaire PS, une lettre pour défendre le non-renversement de la hiérarchie des normes. Je le mets dans mon livre. J'ai sorti un livre sur toute l'histoire détaillée, j'en profite pour le dire, parce que je fais le récit détaillé de tout cela. Et puis ensuite, après, il s'est interrogé, il l'avoue franchement, sur Macron, et c'était il y a 5 ans, et il a choisi de ne pas soutenir Macron. Il en a donc tiré toutes les conséquences qui étaient pour l'unité de la gauche. Et je rappelle, moi je l'avais souligné à l'époque, qu'en été 2019, Olivier Faure, premier secrétaire, avait proposé l'unité avec Mélenchon. Il avait même proposé qu'il y ait une rencontre, un débat sur les programmes, que ce soit public et que ça soit tranché publiquement. Moi, mon opinion personnelle, c'est que ça aurait pu être fait dès 2019. Mais laissons ça, puisqu'on le fait aujourd'hui, et qu'Olivier Faure a été constant. Il n'était pas pour la candidature Hidalgo. Il n'était pas pour. Alors, ça se voit pas parce que c'était le chef du parti puis qui se taisait, parce qu'il avait été embringué dans cette histoire. À l'intérieur, l'aile droite lui disait, mais si tu présentes pas Hollande, tout ça, si tu présentes pas un candidat, tu le parti. Donc c'était difficile dans sa position de premier secrétaire. Donc il a attendu. Et d'ailleurs, il ne porte pas tous les jugements que je peux porter moi sur la campagne Hidalgo, qui a été une catastrophe droitière. Mais une fois que c'est passé, il reprend la main et il dit, bon, ce coup-là, on va prendre nos responsabilités, on veut l'union de la gauche, on va... Et le texte, je l'avais amené du Parti socialiste, pour ceux qui l'ont lu, est une vraie révélation. Il va presque aussi à gauche que la gauche socialiste, quand j'en étais membre, voulait aller. Et quand Mélenchon en était membre, voulait aller. Donc c'est pour ça que j'ai vu que les dirigeants des Insoumis, comme Manuel Bompard, parlent fort bien. Ils disent, c'est un nouveau PS qu'on a en face de nous. Donc c'est vrai qu'il y a une rupture qui s'est opérée là, et tant mieux si Olivier Faure va jusqu'au bout, courage, qu'il le fasse, et tant mieux si ça n'écarte pas le NPA, parce qu'après tout le NPA regardera son identité, comme tous ceux qui participeront dans l'Union populaire nouvelle. C'est une nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le sigle est utile pour que tout le monde se sente à sa place sans perdre sa légitimité, son respect, et que tout le monde puisse travailler avec des candidatures.
modestement, la gauche démocratique sociale, on propose 4-5 candidats sur l'ensemble de la liste des 577. Je ne sais pas pour Ensemble, pour Nouvelle Donne. Je mentionne que, en fait, toutes les sensibilités de la gauche, en étant associées, devraient faire dynamique. Et j'espère qu'on va faire une belle campagne avec de beaux meetings. Je suis parfois à nouveau envie de me déplacer et de les animer aussi, parce que il y a de quoi faire. Hein. On a une chance. Elle n'est pas énorme, parce que c'est une réplique, hein, les législatives. Mais là, il y a une chance que ce soit pas mécanique. Il y a une chance que ça soit bousculé. On a introduit une nouvelle donne avec l'unité. Et donc, dans ce cas-là, la victoire est possible. En tout cas, on va tout faire. Alors, il n'y a pas que la Hollandie, les éditorialistes, la Macronie, la droite et même l'extrême droite tensent également l'accord en cours de finalisation, on s'imagine. Ils sont trop. Hein. Moi, je regarde les extraits du Rassemblement National, etc., qui cognent à tour de bras en disant « vous ne devez pas vous unir ». Ben, eux, ils savent, ils s'unissent même pas avec Zemmour. Hein. Et d'ailleurs, c'est grand mal leur face aux élections. Et alors après, LREM, ils sont amusants. Eux. Ils savent pas s'unir entre UDI, LREM, Modem, LR. Pourvu qu'ils mettent 5 candidats en face de nous, on les battra. Édouard Philippe. Oui, j'oubliais Horizon. Mais Macron veut tuer. Ça fait oui, Macron, ils sont plus complices que ce qu'il ne paraît. Hein. Mais enfin, il y a quoi, 5-6 forces à droite? Et tant mieux qu'ils se présentent à 5-6 forces. Parce que nous, la gauche, on va se présenter unis. Et puis ensuite, après, quand je vois le panel qui va de LREM, REN, LR à R, c'est comme ça le truc de ex-Gémour, là. Maintenant, il tombe parce que Bolloré soutient plus suffisamment, sans doute. Mais quand je vois ce panel-là en face, qu'est-ce qui se passe dans les législatives qui viennent? Il n'y a que la gauche qui va présenter une plateforme commune, un ensemble commun et des gens capables de diriger, capables d'être des gouvernements. Il faut un gouvernement EELV, PCF, PS, LFI et les petites sensibilités devraient y avoir place pour que tout le monde se sente bien. Oui, mais justement, est-ce que tu ne penses pas qu'un retour en arrière est finalement un accord qui se limite aux insoumis à EELV c'est un risque quand même. Je crois à la dynamique. J'étais à la manifestation du 1er mai dimanche. J'échange toujours avec des centaines de militants dans ces cas-là qui viennent me voir, qui me parlent. Et alors il y avait quelque chose dans les esprits, quelque chose dans l'air. Et là, la question la plus souvent, c'est: tu crois que ça va aboutir, Gérard? Attends, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu crois qu'ils vont résister? Alors, tantôt, c'était un peu contre le PC, contre les Verts, contre le PS, etc. Ils vont y aller, oui. Le NPA aussi, oui. Et c'est presque, une stimulation fantastique, c'est-à-dire une dynamique. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. La dynamique, il faut regarder par rapport à avant, l'année écoulée où il y avait la division avec des polémiques qui n'avaient ni queue ni tête dans le dernier mois de mars, qui étaient menées par les leaders comme Roussel, Hidalgo, Jadot. Bon, ces polémiques-là étaient insensées, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et donc, les militants voient le monde autrement. Il y a à nouveau un espoir, et c'était donc si important que ça, l'unité. Parce que c'est à ça que ça sert. C'est à consolider le fait que nos espoirs peuvent aboutir. C'est ça qu'il faut insuffler, qui s'insuffle. Et il faut saluer la démarche depuis le 10 avril des Insoumis. Il faut les saluer. Moi, je les préfère aujourd'hui pour l'unité que hier. Sur Twitter, on les trouve toujours aussi relous qu'avant, hein. Pardon? Sur Twitter, ils ont toujours mauvaise réputation, les Insoumis. Oui, mais je me heurte souvent à ça. C'est une blague. Non, mais moi, je me heurte souvent à ça, puis je réponds comme on me parle. Mais néanmoins, là, c'est différent. Je vois sur Twitter arriver les messages, je ne sais pas s'il y en aura après cette émission, mais je vois arriver les messages plutôt de soutien, chaleureux, en disant, bon, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Et maintenant, on le fait. Et puis, surtout, il faut prendre des thèmes. La retraite à 60 ans, c'est tellement sensible. Contre les 65 ans de Macron. 60, 65 ans. C'est très clair. Tous les autres sont pour allonger ou reporter l'âge de la retraite. La gauche, non.